Bonjour à tous. Je m'appelle Pierre Sendorek et aujourd'hui, je vais vous parler de conversion de voix. Alors, moi, quand j'étais adolescent, j'aimais faire des blagues téléphoniques. J'aimais faire des canulars en me faisant passer pour d'autres personnes. Mais malheureusement, ça foirait parce que j'avais pas le truc, on me reconnaissait à chaque fois. Plus tard, j'ai fait une fac de maths et je n'avais pas directement fait le lien entre data science et canular téléphonique. Concrètement, de quoi je vais vous parler? C'est de faire un algorithme dont l'objectif c'est de convertir ma voix Salut, c'est John McClane. en celle de Bruce Willis qui dit exactement la même chose. Salut, c'est John McClane. Alors pour ça, je vais vous détailler le fonctionnement d'un tel algorithme. C'est une possibilité d'algorithme parmi d'autres. Il y a plein de moyens de faire ça. Et cet algorithme, eh bien, on va voir qu'il est constitué de trois briques. Trois briques principales. La première que j'appelle le vaudeur inverse, on verra dans un instant pourquoi. Un réseau de neurones et un vaudeur. Le vaudeur inverse, ça va être la partie qui va nous permettre de passer de la représentation ordinaire du son. Donc vous prenez un fichier Wave, vous le mettez dans votre ordinateur, il est représenté de cette manière-là. Et le vaudeur inverse va nous permettre de passer à une représentation simplifiée. La représentation simplifiée, c'est une espèce de partition de musique qui va nous permettre d'approximer le son sans perdre trop d'informations, tout en le rendant traitable par la brique suivante qui est le réseau de neurones, et qui va permettre de le reconstituer aussi. Donc de le reconstituer en permettant d'avoir une qualité suffisante de manière à tromper l'oreille humaine. Après ça, le réseau de neurones va nous permettre de faire des traductions entre des représentations simplifiées. Donc de la représentation simplifiée de ma voix, on va passer à la représentation simplifiée de la voix de Bruce Willis. Et enfin, le vaudeur va nous permettre de retraduire ça, de retraduire cette partition de musique, cette représentation simplifiée, en fichier audio. Alors, il va falloir expliquer ce qu'est un vaudeur d'abord. Le vaudeur, c'est la dernière brique, donc c'est celle qui permet de partir de la représentation jusqu'à l'audio. Le vaudeur, c'est un modèle simplifié du mécanisme de la génération de la voix. Il approxime deux choses, il représente deux choses dans la voix, c'est les vibrations des cordes vocales, c'est la partie A, c'est la partie voisée du son, et la partie bruitée, c'est tout ce qui est psh, ss, des sons comme ça, qui sont plutôt fabriqués à la sortie de la bouche, plutôt qu'au niveau des cordes vocales, ce qui est le cas pour toutes les parties voisées. Alors, par les déformations de la cavité buccale, on va pouvoir filtrer le son A, qui sort par défaut des cordes vocales, en différents sons, comme A, E, I, O, U, pour la même note. Et on va pouvoir aussi filtrer les sons bruités, donc les ch, s, etc. C'est les sons de souffle. Il y a aussi des sons qui sont composites, donc comme le J. Le J, c'est à la fois un I et un ch à la fois. Le Z, un peu pareil. Alors, il y a le vaudeur, c'est comme ça que j'ai appelé cette brique, parce que dans les laboratoires de chez Bell, on a inventé un instrument de musique un peu particulier qui permettait de synthétiser de la voix à partir de touches appuyées sur... c'est comme un piano, en fait, mais ça permet de synthétiser de la voix, et les résultats permettent d'être relativement intelligibles. Alors, voyons voir ce que ça donne. Suppose you sing a song for us, will you? Yes, certainly. Well, how about Auld Lang Syne? Old Lang Syne, okay. She sang that long and for and never mine. Voilà. Donc le son est relativement intelligible avec ça, mais c'est pas encore top. L'opérateur a seulement 10 doigts, il n'y a pas trop de degré de liberté pour manier le truc. Alors,
ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a reproduit de manière algorithmique, en partant de plusieurs principes. Mais d'abord, pour expliquer, il va falloir que l'on se familiarise avec le jargon du traitement du signal. Donc on va parler de fréquence, on va parler de sonogramme, de spectre, de spectrogramme, et je vais vous introduire la partie spectre. Spectre, c'est en fait, la partie un peu intuitive de notre représentation auditive. C'est-à-dire, quand on fait un « A », on a l'impression que c'est un son qui est constant, alors qu'en réalité, c'est une suite de vibrations qui bougent tout le temps. Donc cette représentation intuitive, le spectre, est donnée, est très bien traduite par cette représentation intuitive que nous avons du son qui est constant, est très bien donnée par le spectre. Alors voyons voir ce que ça fait lorsqu'on génère un son avec un spectre grave. Ici, vous avez l'ensemble des fréquences de gauche à droite, et on va voir le premier fichier à gauche. Ça, c'est pour des fréquences basses. Donc, je génère un son comme ça. Ça, c'est des fréquences un peu plus hautes. Et des fréquences plus hautes. Donc, lorsqu'on fait un enchaînement assez rapide de sons comme ça, on arrive à représenter plus ou moins le chuchotement d'une personne. Donc, toute la partie qui est comme ça. Il y a de l'autre côté toutes les parties qui sont... Donc, ça, c'est pour expliquer un peu les fonctions qui dépendent du temps. Donc, lorsqu'on a un signal qui dépend du temps, on va le manier sous deux formes. Donc, on va le manier sous la forme temporelle. Ce qui est temporel, c'est les vibrations, c'est le A dont je parlais tout à l'heure. Donc, on va voir le signal qui est sur la gauche et qui va évoluer au fur et à mesure. La transformée de Fourier, c'est une opération mathématique inventée par un mathématicien du même nom, qui lui a donné son nom. Et cette transformée va permettre d'avoir une représentation complètement équivalente qui va s'appeler le spectre. Vous avez déjà vu ces choses-là dans la vie, le spectre. On le voit souvent sur les autoradios, vous savez, c'est les espèces d'histogrammes qu'il y a, les histogrammes du bas s'allument lorsque les histogrammes de gauche s'allument lorsqu'on a des sons graves, c'est un peu fait de la même manière. Et par contre, pour ce qui est des données temporelles, ça ressemble un peu à un sonogramme, c'est un peu équivalent à ce qu'on obtiendra avec un sonogramme, avec un sismographe, pardon. Donc ça capture des données en fonction du temps. Les représentations simplifiées qu'on utilise, ça va être des successions de spectres. Donc, il y en a un pour la partie chuchotée, la partie ch, et un autre pour la partie voisée. Donc, en enchaînant les spectres de cette manière-là, on va pouvoir avoir une représentation. Tout au long de la présentation, je vais coder les grandes valeurs par du jaune et les faibles valeurs par du bleu. Alors, voyons voir qu'est-ce que ça fait lorsque j'applique des filtres, des transformés de Fourier, et que je descends certaines fréquences et que je remonte certaines fréquences très rapidement. On va entendre une succession. Enfin, d'abord, on va entendre le son brut que je fais rentrer dans le filtre. Voilà, ça s'appelle du bruit blanc gaussien. Et ça, c'est quand on enchaîne beaucoup de filtres. C'est John McClane. Voilà, donc on a une première version assez intelligible de la voix, mais il manque la partie voisée. Donc on va mettre un bzzz à l'intérieur. Attention aux oreilles, je vais baisser le volume un peu. On va mettre un bzzz qu'on va filtrer de la même manière. Donc c'est ça qu'on met à l'intérieur de notre filtre et on va voir le résultat que ça donne. C'est John McClane. Voilà, bon, pour les amateurs de Daft Punk. Donc il manque quelque chose. On a besoin de capturer aussi les variations de cette fréquence fondamentale. Alors, on va passer maintenant un paramètre supplémentaire qui est la hauteur de cette voix. C'est la nouvelle courbe qui vient s'ajouter à l'ensemble des caractéristiques qu'on va utiliser pour représenter la voix. Alors, le bzzz modulé en fréquence, là, vraiment, attention aux oreilles, je baisse le volume, ça donne... Voilà. Et quand on le passe dans le filtre, ça rend beaucoup mieux. C'est John McClane. Donc voilà, en fait, les cordes vocales de l'acteur font grosso modo quelque chose comme ça. Mais grâce à toutes les modulations qu'on fait avec la bouche, on obtient un son. C'est John McClane. Comme ça. Maintenant, on va combiner les deux. Alors, lorsqu'on additionne les deux, l'opération derrière, c'est une addition. On peut synthétiser de la voix. C'est John McClane. Voilà, on a les deux composantes.
Et ça commence à ressembler à l'original, qui était celui-ci. Salut, c'est John McClane. Voilà. Salut, c'est John McClane. Donc tout ça, c'est fait à partir de la représentation simplifiée qui va être utile pour le réseau de neurones. Avant de passer au réseau de neurones, je sais que ça vous intéresse, mais on va faire durer le suspense. On va calculer une représentation simplifiée de la voix. Comment on fait? Alors, ça c'est une question que je me posais quand j'étais étudiant. Je ne savais pas comment on faisait les effets spéciaux et puis comment on arrivait à faire tant de choses sur la voix. En fait, il suffit de faire quelques hacks d'ingénierie assez simples pour obtenir une représentation de voix. Donc le module qu'on va regarder, c'est le vaudeur inverse, c'est comme ça que je l'appelais, parce qu'il fait le contraire du vaudeur. Et il va calculer ces bandes spectrales, donc celles qui servent à représenter les modulations que fait la cavité buccale, les modulations que la cavité buccale applique au son. Alors lorsqu'on a le spectre, celui-ci est obtenu par la transformée de Fourier. Bon, c'est une formule que je ne détaille pas ici, mais on va l'approximer en la projetant sur une base de fonctions triangulaires. Les fonctions triangulaires sont représentées sur la gauche en haut. Et ce qu'on va faire pour approximer ce spectre, c'est véritablement une projection. C'est la même projection qu'on apprend en troisième, mais au lieu de la faire en 2 dimensions ou 3 dimensions, on va la faire en 2048 dimensions, ce qui correspond à un segment de son assez court de voix, un des segments qui s'enchaînent au fur et à mesure. Donc c'est une représentation qui suffit, et on va faire ça de la même manière plus tard, vous allez voir, pour séparer la partie voisée de la partie bruitée. Alors, par contre, la question qui va nous intéresser un petit peu avant, c'est comment on fait pour trouver la période d'un son. On a un son qui est quasi périodique. Si vous regardez bien, il n'est pas strictement périodique. Périodique, ça veut dire que si on le translate de la période, eh bien, on va retomber sur le même son. Là, il est quasi périodique parce qu'on retombe à peu près sur le même son. Eh bien, pour le trouver, on va tester toutes les translations possibles entre les deux sons et on va garder celle qui permet d'avoir la plus grande similarité. Une fois que c'est fait, on a la période et puis on va pouvoir séparer ce son. On va séparer le son en 2 composantes, une qui est périodique et une qui est complètement aléatoire. Comment on va faire ça? Eh bien, par une projection orthogonale, de la même manière, sauf que cette fois-ci, la base de fonction est un peu différente. Il s'agit de petites impulsions qui sont chacune translatées les unes par rapport aux autres. Et lorsqu'on projette là-dessus, on obtient un signal qui est périodique, d'une part, et le reste, eh bien, ce que l'on soustrait, si on fait la différence entre notre signal et le signal projeté, eh bien, on obtient ce qu'on appelle le bruit, et ça isole assez bien toutes les parties de la voix, qui sont dures à capturer. Maintenant, enfin, l'apprentissage de la conversion par des réseaux de neurones artificiels. Donc, le but de ce module, c'est de passer d'une représentation simplifiée à une autre représentation simplifiée. Un réseau de neurones artificiels. Ce serait peut-être utile de détailler, d'en dire quelques mots au moins pour expliquer comment ça marche. Alors essentiellement, il s'agit d'un approximateur de fonctions. Un réseau de neurones artificiels, c'est un bloc auquel on va passer des exemples pendant une phase d'apprentissage. On passe un exemple et la sortie que l'on désirait avoir en sortie de ce bloc. Et au fur et à mesure, le réseau va apprendre, et il va permettre de fabriquer une fonction. Donc les exemples sont matérialisés par les croix sur ce schéma. Et ça va permettre de fabriquer une fonction qui approxime plus ou moins le nuage de points et qui va permettre d'interpoler. Vous voyez qu'il y a des endroits sur la courbe qui ne correspondent à aucune croix, et pourtant on arrive à prédire une valeur pour ce qui se passe entre 2 croix. Donc voilà ce que fait un réseau de neurones. Par contre, on va utiliser une architecture de réseau de neurones un peu particulière ici. Si on fait une reconstruction de la voix, si on fait une conversion sans prise en compte du passé, si on prend les échantillons indépendamment les uns des autres, on va avoir un résultat qui est complètement chaotique. Parce que ce que va faire le réseau de neurones, c'est dire, tiens, j'ai vu ce segment-là ici dans ce son-là,
Et ça, j'ai vu que ça correspond à ce son-là de Bruce Willis, qui n'a... deux segments qui sont côte à côte peuvent correspondre pour cet algorithme à deux segments qui n'ont rien à voir, qui sont dans des endroits assez différents de chez Bruce Willis. Donc ça va donner un résultat assez chaotique. Voilà ce que ça donne. D'où vient le problème? Eh bien là, le problème vient du fait qu'on n'a pas pris en compte de contraintes de continuité. Quand Bruce Willis parle, il ne peut pas passer d'un son à directement un son très différent. Il y a une espèce de continuité quand on parle, on fait au ralenti. Et donc, on va utiliser une architecture particulière pour ça, c'est des réseaux de neurones récurrents. Les réseaux de neurones récurrents, c'est des réseaux qui prennent en entrée l'input, donc le résultat qu'on veut obtenir, mais aussi l'information du temps précédent. Et ça va permettre de faire une interpolation beaucoup plus continue de notre résultat. Les réseaux de neurones récurrents, finalement, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un peu comme des réseaux ordinaires qu'on a connectés de manière particulière. Les entrées, ça va être une réplique en fait du même réseau qui va passer des données de sa sortie à l'instance du réseau suivant. Les réseaux que vous voyez s'afficher, à chaque fois le bloc que vous voyez s'afficher, va contenir exactement les mêmes poids et va traiter l'information exactement de la même manière, peu importe au moment où il regarde cette information. Donc en fait, c'est ça qui va permettre de prendre en compte la contrainte de continuité. Mais un petit interlude avant pour voir comment on fait pour apprendre ce genre de base de données. Parce que le problème, c'est qu'on veut à chaque fois avoir une entrée et une sortie qui correspond. Vraiment l'entrée et la sortie qui correspondent. Les bases de données qu'on a, même avec le meilleur des efforts, on va avoir une base de données non alignée, c'est-à-dire... Pas de problème, n'hésitez pas à les contacter. Ici, on entend ma voix, la voix de Bruce Willis en même temps. Presque en même temps. Ici, il n'est pas aligné. Une soulière en panneau à changer. APS 74 est l'entreprise qu'il vous faut. 04 50 76 05 89 ou sur aps-74.com. Une chaudière en panneau. Voilà. Bon, j'ai fait des efforts pourtant pour être pile synchro avec lui, mais c'était dur. Alors, pour ça, il vaut mieux le faire algorithmiquement. Il vaut mieux aligner les séquences algorithmiquement. Ça va donner quoi? Pas de problème, n'hésitez pas à les contacter de ma part, situé à Lunégoin, entre Évian et Saint-Golf. Un désembouage, une maison ou un appartement à rénover, choisir APS 74. Un problème de plomberie, chauffage ou sanitaire, une réparation. Voilà, donc on a des séquences qui sont parfaitement alignées grâce à cet algorithme. C'est un algorithme qui s'appelle le Dynamic Time Warping. Comment il fonctionne? Eh bien, on prend les deux séquences, leur représentation du moins, et puis on va faire une matrice de distance. La matrice de distance va contenir toutes les distances entre le segment d'une colonne et le segment d'une ligne. À chaque point, vous allez obtenir ça. Quand vous allez avoir une petite valeur, eh bien, ça va correspondre à une petite distance. Et quand vous allez avoir une faible valeur, ici, ça va être représenté en bleu. Et on va vouloir appareiller les séquences, appareiller chaque instant, de manière à avoir toutes les deux séquences qui sont croissantes dans le temps qui est croissant dans le temps dans les deux séquences, et en prenant les ressemblances maximales. Donc cet algorithme va nous permettre de faire ça, et de tracer cette ligne qui donne les correspondances. Une manière alternative de représenter ça, c'est celle-ci, c'est les traits noirs ici. Alors, si on regarde ce qui s'est passé, là, à la fin de mon enregistrement, j'avais mis beaucoup de silence. Vous voyez, tout en bas à droite, il y a du bleu. Dans le sample de Bruce Willis, il n'y a pas ça. Et notre algorithme a bien joué. Ici, il a appareillé toutes les séquences en bleu, tout le silence, à la fin de ce que disait Bruce Willis, le reste étant aligné par ailleurs. Maintenant, les résultats. On va voir ce que donne un tel algorithme. Alors, sur la base de données, on lui passe ce fichier en entrée. APS 74. Donc ça, c'est un fichier qui est dans la base de données. Le résultat de la conversion. APS 74. Bon, voilà. Ça ressemble déjà à du Bruce Willis. Ce qu'on aurait aimé au... APS 74. C'est ça. APS 64. Maintenant,
Ce réseau de neurones, lorsqu'on lui passe un fichier qui ne fait pas partie de la base de données, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, on lui passe ça. Bonjour, ceci est un son à convertir. Et on obtient ça en résultat. Intéressant. Pourquoi est-ce que ça peut faire ça? Eh bien, il s'avère que le réseau de neurones n'a pas réussi à généraliser. Il arrive un peu à accrocher à la voix de Bruce Willis, il arrive à faire quelque chose d'intelligible. Il aurait fallu le laisser tourner pendant plus d'itérations, lui passer une plus grande base de données. Le problème, qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est qu'il a surappris. C'est-à-dire que ce qu'on aimerait, ce serait avoir le modèle du milieu. Si on prend le modèle de gauche, ça va être un modèle trop simple qui ne va pas refléter fidèlement le son. Et ce que vous allez trouver sur la droite, c'est un modèle qui a surappris. C'est-à-dire qu'il va faire ses interpolations custom pour dire ce qu'il y a entre deux points, pour prédire ce qui se passe pour un nouveau point qui ne figure pas dans la base de données. Il va dire que, par exemple, l'interpolation est linéaire, alors que ça ne peut pas du tout être le cas, ça peut être complètement quelque chose d'autre. Donc voilà, donc ce réseau de neurones aurait besoin d'une plus grande base de données, clairement, parce qu'il commence à surapprendre les données, mais il n'a pas la capacité de générer ça, de généraliser à des nouveaux exemples. Alors, c'est un travail qui est en cours. On va continuer à investiguer la question. On espère aboutir à un résultat qui est un peu comme celui-ci. Alors ici, vous avez l'image en plus qui est trafiquée. So, when I said in 2004 that there were no red states or blue states, they're the United States of America, I was wrong. On the back end now of my presidency, now that it's almost complete, although there are all kinds of issues that I care about, the single most important thing I can do is play golf. Because Voilà, donc on a véritablement une marionnette qui est contrôlée par un acteur et on peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui avec ce genre d'algorithme. Finalement, à partir d'exemples de phrases prononcées par des locuteurs, on peut créer un modèle de conversion de voix. Aujourd'hui, l'algorithme que nous avons proposé peut fonctionner avec un seul locuteur source. Il y a des méthodes pour l'adapter à n'importe quel locuteur et avoir n'importe quel locuteur en sortie. Les applications potentielles d'un tel algorithme, c'est d'avoir des voix qui sont immortalisées. Par exemple, l'acteur qui faisait Obi-Wan dans Star Wars n'a pas pu donner sa voix pour Star Wars 7, donc on a dû se débrouiller pour réobtenir sa voix en prenant des fragments de son par-ci par-là. Mais avec un tel algo, on pourrait réutiliser sa voix. On peut aussi améliorer la qualité de la transmission des voix sur des lignes téléphoniques. Alors, comment on fait pour ça? Au lieu de prendre une voix source et une voix target différentes, on va prendre la même voix, mais enregistrée avec différentes qualités. Ça va permettre de réaliser une conversion. On peut aussi utiliser la voix d'un acteur dans des jeux vidéo. Il y a de plus en plus de choses qui se font dans ce sens-là. Puis, bien sûr, on peut faire des canulars téléphoniques. Parmi les améliorations possibles, eh bien, on peut remplacer le vaudeur par un réseau de neurones. Ça va permettre d'augmenter la qualité de la synthèse de la voix. On va aussi pouvoir utiliser un réseau de neurones de type LSTM pour la traduction entre deux séquences. Donc ici, on a utilisé des réseaux de neurones récurrents, basiques, et en passant à des LSTM, on va pouvoir avoir une meilleure mémoire du passé. C'est des cellules de réseaux de neurones particulières. Et dans l'avenir, ce qu'on voudrait aussi, c'est ne plus avoir besoin d'aucun apprentissage nécessaire pour un nouveau locuteur. Ce qui serait bien, c'est de ne pas avoir à faire de base de données pour rendre un tel produit utilisable. Alors, je vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a le micro. Juste 2 secondes. Merci.
Bonjour. Est-ce que ça fonctionne aussi pour traduire en gardant la même voix, ou est-ce que la différence entre l'anglais et du français sur la locution pose des problèmes? Pour traduire, ce serait une architecture un peu plus compliquée, mais vraiment dans le même esprit qu'il faudrait. On pourrait utiliser un tel type de réseau en fournissant beaucoup plus d'exemples de traduction et en augmentant la taille de la mémoire, en fait. Ce qu'il faudrait, c'est augmenter la taille de la mémoire pour qu'il prenne en compte tout le passé, parce que parfois, il y a des mots qui ne sont pas dans le même sens, pas dans le même ordre, en passant d'une langue à l'autre. Et il faudrait aussi la prise en compte d'un grand... il faudrait anticiper un peu ce qui se passe, donc ça nécessiterait d'avoir un décalage avec le locuteur source. Merci pour le talk. Alors, j'aurais une question. Quelles sont les pistes pour généraliser à plusieurs personnes? Est-ce qu'il faudrait passer par de l'apprentissage non supervisé pour pouvoir avoir plusieurs locuteurs en base d'apprentissage? Ce serait possible. Alors, une manière de faire, ce serait effectivement avoir un apprentissage non supervisé, ou on pourrait faire aussi un apprentissage légèrement supervisé aussi, en disant, tiens, ça c'est un locuteur, c'est tout le temps un locuteur, ça c'est tout le temps un autre locuteur, sans rien spécifier sur eux, mis à part dire qu'il y a égalité constante sur tout un chemin, et sur tout l'autre chemin aussi. Et puis, ça permettrait de fabriquer un espace de représentation de tous les locuteurs. Et dans cet espace, dès qu'un nouveau locuteur arriverait, on pourrait dire, voilà, ce nouveau locuteur, c'est un peu la combinaison de celui-ci, mais il est entre ça et ça. Donc finalement, c'est à nouveau une espèce d'interpolation ou d'extrapolation, un nouveau locuteur. Merci. Merci. Bonjour, moi j'avais une question par rapport à la façon dont vous avez construit le VODER. Vous avez mis particulièrement l'accent sur les consonnes qui sont importantes pour comprendre à peu près la notion du langage dans le français. Mais si par exemple on voulait adapter ça d'une langue polyalphabétique, donc où les consonnes sont importantes, à une langue polyphonétique, je pense par exemple de passer du français au chinois, il faudrait donc construire d'autres modèles sur le VODER et donc beaucoup plus mettre l'accent sur les voyelles que les consonnes. Et comment vous faites pour déterminer quels sont les éléments sur lesquels il faut mettre l'accent par rapport aux langues? Vous avez contacté des personnes de milieu universitaire dans la linguistique Eh bien, oui, ça c'est un aspect qu'on n'a pas vraiment étudié, on n'a pas regardé comment se comporterait le VODER pour une autre langue. On espère que malgré tout, les sons qui sont générés restent un peu de la même nature, c'est-à-dire qu'ils sont fabriqués avec des composantes voisées et non voisées. Et du coup, c'est un test qu'il faudrait faire avec cet algorithme. À mon avis, ça les reflèterait relativement bien. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, on pourrait continuer avec des représentations un peu plus poussées, c'est-à-dire prendre en compte plus de paramètres, prendre en compte le spectre, faire des traductions directement entre spectres, parce que ça contient toute l'information d'un signal. Ce serait des pistes envisageables. Ouais. Je ne sais pas si ça répond à toute la question, peut-être pas. Ça répond assez bien, en tout cas. Ça me donne une idée plus générale de comment on construit ça. Oui. En tout cas, je pense que à moins d'avoir deux voix à la fois, il y a des gens qui arrivent à faire ça, qui arrivent à faire deux voix en même temps, cet algorithme devrait arriver à représenter assez fidèlement la voix pour ce qui est de la partie voisée. Et pour ce qui est des parties bruitées, eh bien, je ne sais pas ce que l'être humain est capable de faire. Ça devrait marcher en tout cas. J'ai deux questions. La première, c'est quoi les outils derrière tout ça en fait? Qu'est-ce que tu utilises pour faire ça? Ouais, alors pour les réseaux de neurones, c'est TensorFlow. C'est la c'est la toolbox de réseaux de neurones qui est sortie par Google. Et pour tout ce qui est traitement du signal, c'est des outils que j'ai implémentés à partir de NumPy. NumPy, en fait, c'est la bibliothèque mathématique par défaut de Python. Et donc, ça suffit pour synthétiser. On peut faire. En fait, ce que je voulais montrer aussi au travers de ce talk, c'est
qu'avec beaucoup d'outils très simples, avec un assemblage d'outils simples, on arrive à faire quelque chose qui ressemble à de la voix. On arrive déjà à faire de la conversion de voix. Donc ici, tout est fait from scratch. Et du coup, ma deuxième question, vu que tu nous as fait rêver avec ta vidéo, est-ce que tu pourrais faire du temps réel avec tes algorithmes? Eh bien, en fait, ces algorithmes sont adaptables au temps réel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils fonctionnent presque comme. Il faudrait juste un petit coup de programmation pour lui dire. En fait, toutes les structures de données utilisées derrière peuvent être utilisées telles quelles pour faire du temps réel. Voilà. Parce que le traitement est causal, en fait. Ça veut dire qu'on dépend uniquement du passé aujourd'hui. Déjà, merci pour la presse. Je voulais savoir, en fait, ma question concerne les réseaux de neurones récurrents. Je voulais savoir si le mécanisme de rétropropagation se faisait sur chaque instance, sur chaque bloc, ou s'il se faisait sur toute la chaîne de réseaux de neurones qui se crée. Merci. Merci pour la question. Eh bien, la backpropagation se fait sur toute la chaîne. On a besoin de savoir comment les autres parties du réseau de neurones vont se comporter. On a besoin, lorsqu'on a ça, on a besoin d'avoir le bloc précédent qui donne la bonne information au bloc suivant. Et donc, on va le placer dans la backpropagation pour qu'il subisse toutes les tensions. Donc, en fait, quand on fait apprendre à un réseau de neurones, on fait l'équivalent d'une force physique. Et puis, cette force physique va avoir tendance à pénaliser les exemples qui sont loin de ce qui est prédit. Et lorsque les prédictions sont éloignées, eh bien, cette force va être plus grande. Et ce qu'on va vouloir pénaliser, justement, c'est les résultats qui sont mauvais, qui sont mal passés en sortie des réseaux précédents. Donc, ce qui va se passer en réalisant un tel apprentissage, c'est que non seulement on va demander au réseau de donner les bonnes outputs, celles qu'on entend, mais en plus, celles qui sont passées à la brique suivante. Une question par ici. Merci pour le talk, c'était super. Merci. Juste une question sur la nécessité de simplifier le signal de base. Est-ce que c'est essentiellement parce qu'il n'y a pas assez de données et donc les réseaux de neurones ne pourraient pas se nourrir purement du signal temporel tel quel? Ou est-ce qu'il y a une autre raison que je ne vois pas? Alors ici, il y a suffisamment de données, effectivement. Effectivement, on aurait tout pu faire en réseau de neurones. Parce que lorsque l'on prend un segment de son, on prend 2048 échantillons ici. Et tout ce qu'on a converti, 2048 échantillons, il y a 44 100 échantillons par seconde dans des fichiers audio qu'on entend couramment. Donc ça fait énormément de données. Effectivement, on pourra apprendre. Par contre, on peut apprendre avec des réseaux de neurones. Par contre, ça fait des architectures qui sont très lourdes et elles ont un inconvénient aussi, c'est qu'elles ont tendance à gommer toute la partie aléatoire. Donc tout ce qui est c'est difficilement refaisable, resynthétisable par un réseau de neurones qui n'utilise pas de mécanisme de génération aléatoire derrière. Ce qu'il faudrait, ce serait utiliser par exemple des GAN. Les GAN, c'est les Generative Adversarial Networks, qui vont permettre de générer des exemples aléatoires qui ressemblent aux exemples déjà connus. Lorsqu'on n'a pas cette partie, on va avoir des choses qui sonnent de manière trop périodique et ça donne des sons un peu métalliques. Et voilà. Mais ce serait une prochaine piste à investiguer pour les futures versions de ce réseau de neurones. Merci. Merci. Merci beaucoup.